Bonjour à tous, nous attendons quelques minutes pour commencer ce webinaire. Bonjour. Bonjour. Je vais sur super. Donc on peut commencer du coup, il est Et là, on a 18 D'accord. personnes. Je vois, voilà, le nombre de participants est indiqué du coup. Oui. Donc bonjour à tous. Nous allons commencer par nous présenter. Donc aujourd'hui, la présentation se fait par 3 ergonomes de 2 services différents. Donc nous avons Maria Logier du service Précentra de Morlaix. Bonjour. Émilie Gers de la MIEM du Morbihan et puis moi-même, Aurélie Billard de la MIEM du Morbihan également. Donc aujourd'hui, effectivement, ce sont les rencontres santé-travail sur la thématique de la prévention en action. L'objectif étant de vous présenter un petit peu ce que vos services de santé peuvent vous proposer en prévention dans l'entreprise. Du coup, cette journée, en fait, elle est organisée par Présence Bretagne. Donc, il s'agit de l'association régionale qui regroupe les 9 services de prévention et de santé au travail interentreprise, donc de Bretagne. Donc là, vous pouvez les visualiser sur ce slide. Alors, Présence Bretagne, c'est quoi exactement? C'est le suivi effectivement de 835 444 salariés suivis par 884 professionnels, dont 228 médecins du travail, 123 infirmiers, 143 préventeurs spécialisés dans chaque domaine de risque, 269 secrétaires médicales, 121 fonctions support. Donc effectivement, toute la Bretagne, on peut suivre effectivement 76 651 entreprises adhérentes. Alors, pourquoi ces journées rencontres santé-travail? Donc, elles se déroulent toute la semaine du 20 au 24 mars. Donc, ce sont les services de prévention et de santé au travail interentreprise du réseau Présence qui organisent partout en France ces journées de rencontres, et ce pour la 4e édition. Donc, cet événement-là, en fait, c'est l'occasion effectivement de vous présenter toute la réalité de nos missions, notamment de prévention en santé-travail, et de partager un petit peu auprès de tous les adhérents et puis également les salariés des actions qui sont réussies et conduites au sein de chaque service de prévention avec les entreprises qui y sont adhérentes et les travailleurs. Donc, pendant toute cette semaine, les services de prévention bretons vous proposent des événements différents. Alors, ils peuvent se dérouler en présentiel sur les sites des services santé au travail, et des webinaires également sur différentes thématiques. Donc, en termes d'exemple, on a la thématique de la sédentarité. Là, aujourd'hui, on va vous présenter la conception et l'aménagement des espaces de travail. Il y a également plein d'autres thématiques comme les addictions aussi. Alors, si vous voulez plus d'informations à ce sujet et puis éventuellement vous inscrire sur des webinaires, vous avez ce lien en dessous, Rencontre Santé Travail Bretagne. Donc, à savoir que cette présentation, vous pouvez la retrouver sur le site internet de Présence Bretagne, où vous pourrez effectivement retrouver tous ces liens. À savoir aussi, je le précise maintenant, pendant la présentation, vous avez un chat qui est géré par ma collègue à côté. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions. Ça commence d'ailleurs. Ça commence à poser pas mal de questions déjà. Non, pas vraiment. C'est juste qu'effectivement, on nous signale qu'une personne ne nous entend pas très bien. Donc, je voulais savoir si des autres personnes nous entendent. Là, on me dit que oui, sans souci. J'attends voir les autres. Oui, apparemment, désolée pour vous, madame. Je pense que ça ne vient pas de nous. Et pourtant, vous avez vu un webinaire ce matin qui fonctionnait. Alors, je ne sais pas quoi vous dire. Vous ne nous entendez pas du tout à la personne qui demandait? Ouais, du coup, bon, on va continuer. Ouais. Je suis désolée, j'espère que ça va s'arranger. Alors, l'idée aujourd'hui, c'était de vous présenter du coup un petit peu ce que peut vous proposer les services de prévention, notamment sur la thématique de prévention primaire. Il s'agit donc de la conception ou transformation de vos lieux et ou situations de travail. Alors, c'est de savoir pourquoi et comment vous pouvez être accompagné par votre service de santé au travail. Donc, de quoi on va parler? On va déjà définir un petit peu ce qu'est un projet de conception. Qu'est-ce qu'on entend sous cette thématique? Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une construction toute neuve, juste d'un aménagement ou autre?
L'intérêt de se faire accompagner aussi par le service de prévention. On va l'expliquer pourquoi, quand, à quel moment et puis de quelle manière. Et puis, on vous parlera, on a trois exemples concrets qu'on va un petit peu présenter. Comme ça vous permettra d'identifier un petit peu ce qu'on peut mettre en œuvre et voir l'intérêt un petit peu de cette démarche. Et on vous présentera également les aides et partenaires que vous pouvez mobiliser pour être accompagné dans ces projets de conception. Et puis un petit résumé qui reprendra un petit peu l'ensemble de ce qui s'est dit aujourd'hui lors de cette présentation. Hop, je vais laisser la main à ma collègue du coup. Voilà, alors quand on parle de projet de conception et de transformation, ça en fait regroupe plusieurs réalités de dimensions différentes. On peut parler derrière ces termes de conception, transformation, de construction, extension d'un bâtiment. Ça peut être la modification d'un atelier également, ou alors simplement l'intégration d'un nouvel outil ou d'une nouvelle machine. La modification d'un espace de travail, qu'il soit collectif ou individuel, et ça peut aller jusqu'à la rénovation de locaux, du réaménagement intérieur de locaux. Vous voyez, il y a plusieurs réalités qui sont reprises à travers ces définitions, et n'importe quel secteur d'activité peut être concerné. Alors, pourquoi se faire aider par votre service de santé au travail ? On a repris quelques verbatims que l'on entend régulièrement quand vous nous faites intervenir ou quand on a connaissance de projets dans vos structures. On nous dit des fois, c'est son travail, l'architecte, il doit savoir ça. Il est venu voir, il a pris les cotes. On leur a pourtant expliqué notre travail. Ils ont l'habitude. C'est un spécialiste de l'agencement. Alors là, c'est l'exemple des pharmacies, mais bien sûr, c'est des propos qu'on entend régulièrement dans les entreprises. Alors, globalement, c'est vrai, l'architecte ou l'agenceur, c'est un spécialiste des espaces. Il va intégrer un certain nombre de contraintes, esthétiques, structurelles, etc. En revanche, ce qu'il ne peut pas forcément intégrer, c'est l'usage que vous allez faire de ces locaux ou de ce nouveau moyen ou de cet espace, en tout cas, que vous intégrez. Il ne va pas forcément le prendre en compte comme un espace de travail. Ça, ce sont des éléments, en fait, qu'il ne peut pas connaître sans avoir, au préalable, avoir eu une connaissance un peu plus fine du fonctionnement de votre entreprise. On intervient régulièrement sur des situations après qu'il y ait eu un projet, plus ou moins de dimension plus ou moins importante, sur des problématiques parfois en lien direct avec ces projets-là, parce qu'il y a des choses qui ont été peu ou pas pensées à ce moment-là. Et du coup, nos marges de manœuvre sont souvent bien moins importantes quand on arrive après coup. Notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte de mieux intégrer l'activité des utilisateurs au projet de rénovation, d'agrandissement ou de nouveaux locaux et autres. Alors, pourquoi se faire aider par votre service de santé au travail ? Tout d'abord, ça fait partie des missions du service de santé au travail. Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux sur un ensemble de points, et notamment sur la construction ou les aménagements nouveaux ou les modifications apportées aux équipements. Dans le cadre de ces missions, le médecin du travail conduit des actions au milieu de travail avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire. Alors, on ne va pas vous indiquer beaucoup de théories, simplement pour expliquer comment on peut intégrer l'ergonomie dans vos projets. Un tout petit zoom sur ce que c'est que l'ergonomie. C'est l'étude scientifique de la relation entre l'homme et ses moyens, méthodes et milieu de travail. Alors, qu'est-ce que ça veut dire plus concrètement ? On prend en compte l'homme au travail dans sa globalité. L'homme au travail dans sa globalité, c'est un ensemble d'activités, de dimensions que l'on prend donc en compte dans nos analyses. On va regarder la dimension environnementale, l'implantation, par exemple, des postes, des différentes situations de travail, les ambiances physiques de travail également. Donc, je pense à l'éclairage notamment, au bruit, les ambiances thermiques. La dimension physique, bien sûr, donc les postures, les efforts, le positionnement des postes de travail et leur dimensionnement. La dimension cognitive, le traitement d'informations, la vigilance nécessaire pour réaliser l'activité. La dimension sociale, est-ce que les salariés vont travailler seuls ou en groupe ? Et dans ces cas-là, quelles sont les interactions qui sont prévues, les communications qui sont prévues ?
Et bien sûr aussi la dimension organisationnelle, le rythme de travail, l'ordre des tâches, etc. Pour comprendre l'activité dans sa globalité, il faut en fait prendre en compte d'un côté les caractéristiques du travailleur ou des travailleurs, qui ils sont, quelles sont leurs expériences, leurs compétences, leurs caractéristiques anthropométriques, la taille, etc. Quelles sont en fait les ressources qu'ils sont en capacité de mobiliser par rapport aux situations de travail. Et puis, de l'autre côté, les caractéristiques de la tâche, c'est-à-dire les moyens que l'on donne à disposition pour la réalisation du travail. L'idée, en fait, c'est qu'il y ait un équilibre entre les caractéristiques des travailleurs et les caractéristiques de la tâche, pour qu'il n'y ait pas d'astreinte, pour qu'il n'y ait pas de différence entre ce que l'on est en capacité de mobiliser et ce que ça demande en contrainte. Ça va générer donc une activité de travail, et s'il y a un déséquilibre, il y aura des effets, ce que l'on souhaite bien évidemment éviter, sur le travailleur, un risque de fatigue, des blessures, des maladies éventuelles, un sentiment d'efficacité ou d'inefficacité, un changement de représentation aussi, ou de volonté, de motivation, et puis des effets sur la performance de l'entreprise, notamment au niveau de la qualité et de la cadence également. Pour donc prendre en compte l'activité de travail et les situations de travail dans leur globalité, c'est s'assurer en fait qu'il y ait le moins possible d'écart entre les ressources humaines qui sont donc mobilisées et ce qui est demandé par les ressources techniques organisationnelles. Donc j'enchaîne. J'en profite juste pour vous rappeler, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Si vous en avez, on pourra répondre au fur et à mesure. Donc, pour limiter les actions de correction a posteriori, ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que c'est donc cette intégration de l'activité de travail en amont. Dans un projet qui est construit sans intégration de l'activité de travail, on risque de voir augmenter les accidents du travail, les maladies professionnelles et donc l'absentéisme. Ça peut engendrer une insatisfaction des salariés, des clients, d'éventuelles modifications donc a posteriori qui entraîneront un surcoût finalement global du projet. C'est des coûts qui n'étaient pas prévus au départ. Et encore faut-il pouvoir réaliser ces modifications. Parfois, on n'a pas de marge de manœuvre une fois le projet terminé pour revenir dessus. Et dans ces cas-là, on voit souvent des salariés qui vont travailler sur un poste qui est inadapté pendant 10, 15, 20 ans, jusqu'à ce qu'il puisse à nouveau y avoir une possibilité de refaire l'existant. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment aller vers de l'ergonomie de conception, et c'est ce qu'on vous conseille, pour avoir un projet qui intègre l'activité de travail. Donc, ça va vraiment permettre d'enrichir les objectifs et le cahier des charges de votre projet et d'intégrer donc en amont du projet les conditions de travail. Ce qui va vous permettre en plus de ça de penser l'organisation du travail avec les futurs utilisateurs. Ça, ce qui est important, puisque ça leur permet aussi, eux, de se projeter dans l'avenir et donc d'avoir un démarrage plus facile aussi de votre projet une fois que la mise en œuvre doit être faite. Encore une fois, les marges de manœuvre vont être plus importantes en amont et les coûts vont du coup être intégrés à votre projet. En plus de ça, on ne se limite pas aux conditions de travail, c'est aussi améliorer la performance de votre entreprise, la qualité de vos produits, par exemple, l'image de marque, etc. Et en plus de ça, de limiter les risques d'accidents, de maladies professionnelles, d'absentéisme, et donc les coûts qui y sont liés également. Donc, on a vraiment tout intérêt à réfléchir à tous ces projets de transformation et conception des lieux de travail en intégrant en amont cette activité de travail telle que nous, on l'a. Alors, quand je dis nous, telle que les ergonomes peuvent l'avoir, vous aider à l'imaginer. Alors, pour que votre projet soit vraiment réussi, il faut bien comprendre que toutes les activités de travail sont différentes et que votre projet, à vous, il est unique et il doit être adapté à vos besoins. C'est-à-dire que d'une entreprise A à une entreprise B, si les deux, par exemple, refont leur poste d'accueil, vous n'aurez peut-être pas du tout la même banque d'accueil. Vous aurez peut-être des choses complètement différentes, tout simplement parce que votre activité, elle est différente. Vous avez peut-être un accueil de clients qu'il n'y a pas vraiment de l'autre côté, c'est pas les mêmes flux, les gens ne restent pas aussi longtemps devant vous, il y a peut-être des échanges de documents ou de matériel par-dessus
un guichet, il y a peut-être des tâches administratives d'un côté, il n'y en a pas de l'autre, il y a peut-être un accueil téléphonique en parallèle qui n'existe pas de l'autre côté. Donc tout ça va faire que vos banques d'accueil ne seront pas les mêmes. Et ça, même le meilleur des architectes et des agenceurs ne peut pas le deviner si vous ne communiquez pas ces infos-là. Alors certains vont peut-être questionner un petit peu, mais dans une certaine limite, de par leur expérience également. Mais ils ne vont peut-être pas aller titiller, on va dire, tous les déterminants de votre activité qui vont engendrer une conception de telle ou telle manière. Donc c'est vraiment à vous de communiquer tous vos besoins et vos attentes à l'architecte et à l'agenceur pour qu'il puisse réaliser votre projet derrière et vous proposer des choses qui sont en adéquation. Vous-même, vous n'avez peut-être pas vous avez peut-être des idées de ce que doit être votre projet, mais les besoins, c'est parfois difficile de les retranscrire par écrit, ou même, on n'a pas tous le même dialogue entre un employeur, un architecte, un salarié, etc. On a des fois des difficultés un petit peu de conversation, on va dire, de vocabulaire. Et c'est là que l'ergonome aussi est assez intéressant, puisque nous, on a un petit peu ces clés de vocabulaire entre chacun. On sait retranscrire vraiment les besoins fonctionnels tels qu'ils doivent être proposés à l'architecte, aux agenceurs, pour qu'ils puissent concevoir correctement. Et tout ça, donc il y a différentes étapes dans un projet, et on va voir qu'il y a surtout différentes opportunités d'action. C'est-à-dire qu'un projet, quand vous êtes inscrit dans une démarche de projet, donc il y a vraiment cette première phase de définition des besoins qui vont permettre donc de concevoir un projet, donc peut-être réaliser des plans. Ensuite, on va avoir une étape de réalisation, de construction du projet, de fabrication, et puis une étape de mise en service. Donc l'ergonome, s'il intervient au niveau de la première étape, il va vraiment pouvoir vous accompagner sur l'analyse d'activité et vous aider à lister les besoins de l'activité de travail, que ce soit des besoins de technique, matériel, mais aussi des besoins organisationnels, des besoins spatiaux, mettre en évidence des interactions entre différents postes de travail, différentes lignes de production, par exemple, différents services. On va aussi pouvoir s'appuyer sur les normes, les normes qui existent en termes d'éclairage, d'ambiance sonore, de manutention, etc. L'idée, c'est vraiment de définir les besoins au plus juste pour les intégrer en amont dans le cahier des charges ou dans le programme d'un bâtiment, par exemple. On va identifier les caractéristiques du fonctionnement existant qui sont à reconduire. Si vous avez, vous voulez par exemple recréer quelque chose, c'est un nouveau bâtiment, mais pour une activité qui existe déjà, on va pouvoir observer cette activité qui existe déjà, voir tout ce qui fonctionne bien, tout ce qui dysfonctionne éventuellement. Donc on va éviter de reproduire les dysfonctionnements. Par contre, on va essayer de reproduire ce qui fonctionne bien, tant qu'à faire. Voilà, donc ça, quand on a une situation existante, c'est assez facile parce qu'on va pouvoir observer le travail existant pour pouvoir alimenter le futur projet. Si vous créez une nouvelle ligne de production, un nouveau bâtiment, une nouvelle activité, donc vous n'avez pas de situation de référence, la force des ergonomes également, c'est qu'ils ont un bon réseau, déjà. On peut s'entraider entre tous les ergonomes de France et d'ailleurs. Et puis également, on est capable d'aller chercher des situations de référence, soit dans la documentation, soit via les réseaux, etc. Ou même de se projeter un petit peu plus facilement et d'anticiper pas mal de choses. Notre force aussi, c'est qu'on a une vision un peu plus large que le fonctionnement normal. On va aller chercher un petit peu tout ce qui a lieu quand le mode de fonctionnement est un peu dégradé. Il y arrive toujours des aléas, des incidents. On a beau essayer de tout prévoir, il y en aura toujours un petit peu. L'idée, c'est de les anticiper au maximum, mais c'est aussi de se dire, si jamais on travaille en mode dégradé parce que telle ou telle machine, elle peut tomber en panne, il peut se passer ça ou ça. Si on arrive à l'anticiper, on va pouvoir aussi anticiper la conception d'un mode de fonctionnement un peu dégradé, mais qui soit moins contraignant pour les salariés. Voilà. Ça arrive une ligne de production qui tombe en panne ou une machine à un moment donné et on voit les salariés sont obligés d'enlever par exemple le produit qui est en train d'être conçu, de le positionner dans des caisses un peu partout, à droite, à gauche, par terre. Voilà, donc on observe des manutentions avec des flexions du dos, un encombrement du sol, etc. Tout ça, ça peut éventuellement s'anticiper. Et puis, on va également regarder tout ce qui se passe autour de l'activité de travail. On est souvent concentré sur ce qui produit, ce qui est en train d'être produit, mais finalement, une fois que, par exemple, la machine a été utilisée, il va peut-être falloir la nettoyer. Comment j'accède au filtre, comment je vais nettoyer au-dessus, comment
Comment je vais également faire la maintenance préventive de cette machine, ou même corrective si elle tombe en panne. Comment le réparateur il va accéder à la trappe. Est-ce que, dommage, la trappe elle est collée au mur, on ne peut pas accéder en fait, donc on ne peut pas la dépanner, il faut la déplacer. Enfin, voilà, tout ça, ça s'anticipe. On va vraiment regarder l'influence de l'amont et l'influence de l'aval du poste, voir ce qui peut... les corrélations les interactions, voilà, pour limiter les problématiques. On va regarder tout ce qui est variabilité aussi de matières premières, équipements, produits, emballage. Souvent, on se cantonne à regarder l'activité qu'on a généralement, alors j'imagine sur une ligne de production par exemple, si 80% de votre production c'est tel produit. Et puis de temps en temps, si on a quand même une production qui revient tous les mois, mais en petite quantité. Il faut-il encore qu'on la prenne quand même en compte dans la conception de votre futur projet, parce que si demain vous ne pouvez plus la faire, ça va peut-être être compliqué. Voilà, c'est pour essayer de vous expliquer que vraiment on regarde large, mais que tout ça a son importance pour enrichir le cahier des charges. Donc vraiment en amont du projet. Au niveau de la phase de conception, donc on est déjà sur la réalisation de plans, voilà, ça commence à y voir un petit peu plus clair sur votre projet. Donc parfois, nous, on est appelé souvent à ce niveau-là. Voilà, on nous demande, on a des plans, l'architecte nous a fait des plans, on voudrait votre avis, des conseils. Donc effectivement, on peut intervenir à ce moment-là. On va pouvoir vous donner des conseils, des avis, en sachant qu'il faudra toujours qu'on passe par une phase d'analyse de l'activité, parce que tant qu'on ne connaît pas votre activité, on ne pourra pas vous conseiller sur cette phase de conception. Et puis, cette phase-là, on va voir de simuler le travail, ça va être une conception vraiment pluridisciplinaire. C'est-à-dire que nous-mêmes, tout seuls, on ne pourra pas vous donner un avis. Il faudra aussi interroger, peut-être si vous avez un personnel de maintenance. Bien évidemment, les salariés sur poste sont vraiment de bonnes sources d'informations pour simuler le travail. Un décisionnaire aussi qui doit nous orienter sur les choix, s'il y a des choix à faire. Voilà, c'est vraiment quelque chose de pluridisciplinaire, qui doit vraiment être participatif. Et c'est un processus itératif. C'est-à-dire que voilà, s'il y a un plan, qu'on simule le travail à l'intérieur, qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on doit être en possibilité de pouvoir le re-questionner et le remodifier si nécessaire. Jusqu'à ce que finalement, quand on interroge ce plan et qu'on simule le travail à l'intérieur, tout fonctionne. Et là, on se dit qu'on est arrivé à quelque chose de bien. Donc, il y a différents moyens pour tester le projet selon les divers scénarios qu'on aura définis grâce à l'analyse de l'activité. Donc, ça peut être tout simplement se projeter sur des plans 2D, des petits calques. Là, par exemple, c'était un travail qui avait été réalisé avec des secrétaires médicales sur la conception de leur future banque d'accueil, avec l'emplacement de tout leur matériel, parce qu'il y a beaucoup de choses sur ces postes-là. Ça leur avait permis aussi de travailler toutes les trois ensemble, alors qu'elles ne se connaissaient pas forcément, et donc d'anticiper leur organisation future. Donc ça, c'était vraiment important également. On peut avoir des petites maquettes 3D, donc ça, c'est encore plus parlant. Les maquettes 3D, les petits avatars, on peut utiliser vraiment des petits bonhommes pour simuler l'activité. Vous voyez, là, ces petites briques Lego pour faire des palettes, par exemple. Les logiciels 3D aussi, ça permet vraiment de rendre le poste visuel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que des fois, on demande l'avis des gens sur un plan 2D d'architecte, mais ce n'est pas forcément très intuitif de lire un plan quand on n'a pas l'habitude. C'est assez dur de se projeter. Ces outils-là, ils permettent vraiment aux salariés, aux RH, à vous-même, de vraiment se projeter sur ce que sera finalement votre activité de travail. Donc ça permet de mieux communiquer aussi, et puis d'avoir des vrais avis finalement. Parce que quand on ne comprend pas le plan, on ne peut pas donner son avis. On peut même aller jusqu'à la création de prototypes. Là, par exemple, c'était un poste de billetterie qui allait être déployé sur 5 postes. Donc ça valait le coup effectivement de faire un petit maquettage à pas trop cher en bois. Évidemment, vous n'allez pas prototyper tout un bâtiment, mais voilà, sur certains postes, c'est possible. Et l'avantage, c'est que tous les salariés qui étaient amenés à travailler sur ce poste ont pu le tester, donner leur avis, faire leur remontée, et on a pu faire évoluer ce prototype jusqu'à avoir quelque chose de finalisé. Pour tout ce qui est également organisation du travail, donc changement, transformation de l'organisation du travail, donc c'est moins palpable, on va dire, mais il y a également des outils pour essayer de simuler le travail, comme les logigrammes d'activité, etc. Donc il y a des choses qui existent aussi pour ça.
Ensuite, on en arrive effectivement à l'étape de réalisation. Donc là, le bâtiment est en train d'être construit, ou la machine, le convoyeur, ou la banque d'accueil, ou le poste de travail en lui-même. Bref, c'est vraiment, là, ça sort de terre, on va dire. Parfois, on est appelé à ce moment-là aussi, puisqu'on va nous demander, voilà, je ne sais pas trop comment implanter mes postes de travail, ou j'ai besoin d'aide pour choisir du mobilier ou des équipements. Donc à ce niveau-là aussi, on est capable de vous accompagner pour trouver donc une implantation la plus pertinente possible, par exemple, de vos postes de travail, ou formaliser un petit cahier des charges si vous recherchez un matériel spécifique. Ça peut être un matériel d'aide à la manutention, par exemple, ou des choses comme ça. Voilà, tout ce qui est implantation de mobilier, on peut faire des plans, des simulations encore. On peut encore faire un petit peu de simulation d'implantation, d'aménagement des espaces de travail. Ce qu'il faut bien comprendre dans toutes ces étapes-là, alors on peut intervenir aux différentes étapes, mais l'opportunité d'action des ergonomes, elle est beaucoup plus importante en amont du projet. Au début du projet, finalement, tout est possible. Si vous intégrez les bonnes données dans votre projet dès le départ, il n'y a pas de raison qu'à la fin, ça ne fonctionne pas. Par contre, plus on avance dans le projet et plus il se rigidifie et moins les marges de manœuvre sont importantes. Et donc, quand on arrive à la fin, c'est là que, quand on nous appelle à ce niveau-là, au niveau de réalisation, ou même quand la conception est très avancée, où on va vous dire « Ah bah tiens, est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce qu'on peut faire ça ?» Et « Ah bah non, c'est trop tard. » C'est là qu'on est un petit peu agaçant généralement et que les concepteurs des archives nous aiment pas trop, parce qu'on met, sans le vouloir, le point sur des choses, le doigt sur des choses qui auraient dû être peut-être vues en amont et qui ont été ratées malheureusement. Et voilà, donc dans ces cas-là, c'est pas possible, on va faire autrement. Ce sera peut-être pas optimal, mais on va essayer quand même d'améliorer un peu les choses. Donc voilà, l'importance vraiment d'intervenir en amont du projet, ça laisse vraiment plus de marge de manœuvre et c'est plus enrichissant pour tout le monde. Alors, du coup, pour rendre les choses un peu plus concrètes, on vous propose de vous présenter quelques exemples. Donc là, un exemple d'accompagnement d'une situation d'une banque en fait d'accueil de public avec vente. Donc là, effectivement, nous, lorsqu'on intervient, on essaye d'identifier d'abord toutes les contraintes. Donc, c'est-à-dire qu'on passe un petit peu de temps sur place, en situation de travail, pour essayer de définir déjà, par exemple, tout ce qui est contrainte au niveau de la dimension organisationnelle. Donc là, dans cet exemple, par exemple, on avait, en termes de contraintes, la personne qui était sur ce poste-là avait 3 tâches de travail bien distinctes, c'est-à-dire l'accueil physique, l'accueil téléphonique, et elle avait également la saisie administrative des dossiers en cours. Donc là, on voyait que cette personne était en multitâche, et ce qu'on a pu identifier également, c'est des fois des périodes d'affluence un peu plus fortes, avec du travail un peu plus dans l'urgence. Du coup, ce poste-là, il pouvait être occupé par 2 personnes, avec du coup des contraintes d'espace, un espace assez exigu pour 2 personnes, etc. Donc voilà ce qu'on a pu identifier en termes de difficultés organisationnelles. Donc voilà, on a pu retransmettre ces contraintes-là. Du coup, on a aussi découlé des contraintes au niveau physique, parce que la personne, lorsqu'elle était seule, donc il y avait des positions de va-et-vient entre la saisie administrative et l'accueil physique qui impactaient au niveau du dos. On avait des torsions du dos. Lorsqu'elles étaient 2, c'est vrai que l'espace étant réduit, difficulté de déplacement et de mouvance sur le poste. De par la profondeur et la hauteur de la banque d'accueil, on avait de la saisie en simultané qui engendrait soit des extensions de bras pour atteindre la banque d'accueil et échanger avec les clients, ou soit effectivement en position debout pour faciliter l'échange, mais du coup, pour la saisie informatique en simultané, des flexions du dos. Donc voilà des contraintes qui n'étaient pas des moindres. On avait également, en termes de contraintes, des mobiliers fixes sous le plan de travail, donc manque de liberté au niveau des mouvements des membres inférieurs, donc avec des heurts, etc. Ce qu'on ne voit pas spécialement sur la photo, on avait un manque d'espace ici derrière le fauteuil, du coup, qui générait parfois quelques torsions du dos. En fait, on n'avait pas assez d'espace derrière le fauteuil. Il y a des normes qui reprennent les dimensions souhaitées pour, par exemple, un poste de travail sur écran. Donc, en fait, on avait défini pas mal de contraintes physiques. Sur le plan cognitif, du coup, vu que c'était un travail en multitâche, on avait pas mal aussi d'autres salariés des autres services qui rentraient par là, de l'autre côté. Donc, pas mal de flux sur ce poste. Donc, beaucoup d'interruptions de tâches et d'interférences sonores également. Et du coup, un risque d'erreur plus important aussi. En termes de dimension sociale, en fait, ce qu'on avait pu définir, c'est qu'ici,
On avait sur cette banque d'accueil pas d'accès PMR pour les personnes à mobilité réduite. Sur le plan social, on avait aussi indiqué que la salariée était dos à ses collègues, donc avec des torsions du dos pour les visualiser et puis pour les échanges moins facilitants. Sinon, sur la dimension environnementale, en fait, c'est tout ce qui est les contraintes autour du poste sur le plan de l'espace, au niveau du bruit, des choses comme ça. En fait, là, on avait pas mal, on était dans une zone assez sonore, du coup, qui impactait également la charge mentale. En fait, effectivement, toutes ces dimensions sont importantes pour en définir les contraintes globales. Et l'idée, à partir de ça, c'était de trouver des solutions d'aménagement, des préconisations et proposer un scénario futur de la situation de travail pour l'améliorer. Donc ça s'est fait évidemment en concertation avec les utilisateurs de ce poste, l'encadrement, etc., pour aboutir à des solutions finales qui conviennent à tout le monde. Donc voilà ce qui a été proposé en fait. Là, on a un visuel. Donc ce qu'on a pu faire, c'est qu'on a travaillé sur la dimension organisationnelle. En fait, au lieu d'être à 2 sur le poste, ils ont préféré effectivement réorganiser comme un petit back-office avec des tâches bien listées qui reprenaient de temps en temps, quand il y avait une forte affluence, l'accueil téléphonique et quelques tâches administratives. Comme ça, cet espace-là était libre pour une salariée. Du coup, ce qui a permis de remettre l'outil informatique de face. Comme ça, lorsque la personne est en accueil physique, elle peut saisir en même temps. Donc là, on a revu les dimensions de l'espace pour faciliter effectivement les échanges et travailler de face et non en torsion. Ce qu'on a revu également, c'est l'espace sous la banque d'accueil pour proposer une liberté au niveau des jambes. On a redéfini la profondeur aussi de l'accueil et la hauteur en fonction effectivement de l'accueil physique. C'est-à-dire que, par exemple, si vous devez recevoir des gens en position assise, on va revoir la hauteur. Là, on souhaitait pas que les clients restent trop longtemps, donc on préférait les laisser en position debout. Donc, la hauteur a été définie par rapport à toutes ces contraintes. Voilà. Ce qu'on a mis en place, ce qu'on a proposé, c'est un accès PMR. Un accès PMR, donc avec du mobilier ici et des zones de rangement. Et cette zone-là aussi a limité effectivement le passage qui pouvait être intrusif de certains clients, effectivement mécontents, donc diminuer aussi le risque d'agression sur ce poste-là. En fait, les préconisations sont venues au fil de l'eau également, de par les échanges. Comme on disait, c'est quelque chose d'itératif. Donc, la salariée disait que des fois, elle avait certains clients qui pouvaient être un petit peu agressifs. Donc, voilà, ça a permis de répondre à plusieurs dimensions. Ça a permis aussi de répondre le fait de fermer ici, limiter le flux des autres salariés, des va-et-vient sur ce poste-là, donc diminuer un petit peu les interruptions de tâches. Donc voilà, on a eu aussi un gain au niveau de l'aspect cognitif. On a revu également l'espace derrière le fauteuil pour que la personne puisse se mouvoir un peu plus facilement. Et en fait, toutes ces préconisations ont permis à la salariée effectivement d'avoir un gain au niveau du confort au travail et de limiter le risque probable de troubles musculo-squelettiques. Donc voilà, là, on était dans l'anticipation de plusieurs risques en fait. Voilà ce qui a pu être fait. Donc ça, c'est un exemple concret de banque d'accueil. Cet exemple-là, par exemple, il ne sera peut-être pas adapté à d'autres banques d'accueil. Là, on a vraiment tenu compte de la tâche réelle, en fait, des activités qui se réalisaient sur celle-ci. Donc voilà pour un premier exemple. Alors là, un deuxième exemple qui est un peu plus au niveau industrie, on va dire. Donc c'était un poste de mise en sachet de palettisation. Donc une activité vraiment de palettisation de sacs un produit de type farine un petit peu plus virulent. Donc on avait une zone de chargement manuel des sacs, une arrivée du produit et une machine qui ensachait qui remplissait et ensachait les sacs, donc soudait les sacs, je vais y arriver. Et donc la machine évacuait ensuite les sacs en sachet, dur à dire en même temps, à ce niveau-là. Alors, ce que je vous ai pas dit au départ, c'est qu'effectivement, c'est une demande de l'entreprise qui souhaitait réaménager donc ce poste de travail suite à des accidents. Il y avait eu une chute de mémoire et des problématiques plein des salariés qui n'aimaient pas occuper ce poste et une problématique d'absentéisme également. Voilà, donc ils sentaient bien qu'effectivement, il n'était pas très attractif comme poste de travail, on va dire, et puis assez problématique. Donc, ils avaient projet de réaménager cet espace. Donc, on avait quand même la contrainte des murs, on va dire, de l'espace, en tout cas, de travail qui ne pouvait pas être plus grand que ce qu'il était. Mais on va voir que sans avoir plus grand, parfois, on peut faire des choses.
Donc, notre petite machine soudait les sacs, voilà, ils sortaient à ce niveau-là, et donc l'opérateur devait palettiser les sacs donc, sur une palette, qui était quand même sur table élévatrice, qui permettait de limiter un petit peu le port de charge en flexion du dos. Et il devait contrôler également les poids, tous les 10 sacs environ. Et il devait étiqueter tous les sacs, voilà, par une petite imprimante qui se trouvait là. L'observation d'activité, elle a permis de mettre en évidence plusieurs choses. Déjà une problématique un petit peu de dimension organisationnelle. On avait beaucoup de débordements de sacs. On se rendait compte que les sacs s'entassaient, voire même tombaient, tout simplement parce que le temps de la machine était la machine était plus rapide finalement que l'opérateur. Le temps qu'il prenne son sac, parfois qu'il contrôle, qui gère un peu les étiquettes, et surtout qu'il mette bien en forme le sac sur la palette, c'était plus rapide, c'était plus long finalement que les sorties de sac. À savoir que palettiser des sacs de farine un petit peu mous comme ça, il avait besoin de bien ajuster. C'est pas comme poser un carton finalement sur une palette où bon, il se met assez bien. Il avait besoin d'ajuster, notamment quand la palette, les sacs s'empilaient, il fallait bien qu'il ajuste ces sacs pour pas qu'ils glissent. On avait donc au niveau de la dimension physique, donc pas mal de ports de charge, des sacs quand même qui pesaient 25 kg. Des déplacements plus, puisqu'il devait venir à la balance, il devait venir à l'étiquette, revenir à la palette, vérifier, aller approvisionner la machine avec des problématiques d'élévation des bras, etc. Au niveau de la dimension cognitive, donc on pourrait croire que c'est assez facile, mais en fait, on avait des gros problèmes au niveau de la machine, qui avait des défauts de fabrication de temps en temps. Elle fermait mal les sacs. Donc, il y avait une surveillance accrue de la part de l'opérateur. Il avait tout le temps les yeux dessus, de peur qu'effectivement, il y a un bourrage, il y a une problématique et que la machine s'arrête. Donc, il fallait vraiment toujours surveiller cette machine. Et les opérateurs nous ont tous mentionné, ceux qui ont été interrogés, que c'était pénible parce que ça leur demandait une attention supplémentaire alors qu'ils avaient déjà à peine le temps de tout faire finalement. Et puis au niveau de l'environnement, on avait une problématique de poussière qui était due notamment à ce problème de fermeture des sacs et de bruit également, puisque la machine était assez bruyante et ça engendrait une fatigue supplémentaire à la fin de la journée de travail. Donc il y a eu plusieurs... donc les constats ont été présentés en petits groupes de travail, donc, avec les salariés, le responsable qualité, responsable maintenance, le responsable production. Et donc, on a travaillé sur un nouveau projet qui permettait donc de convoyer les sacs, donc de moins les porter finalement, puisqu'on a créé un convoyeur à la fin de la sortie de la machine, incurvé, qui a permis de transférer les sacs directement à ce niveau-là, donc sur une balance qui était intégrée au convoyeur. Donc pour peser les sacs et vérifier les poids, il n'y avait plus besoin finalement de porter des sacs. On avait juste à les faire glisser sur le convoyeur. Et dans la foulée se trouvait la palette qui a été mise sur une table élévatrice rotative pour limiter notamment les déplacements et faciliter donc la palettisation des sacs sur la palette, puisque la palette était toujours à bonne hauteur et toujours dans le même sens. Voilà pour ce niveau-là, et j'ai oublié de vous dire des choses. Il faut savoir aussi du coup que la machine a été bien évidemment réparée. Alors, il y a eu une grosse maintenance de fait dessus et des améliorations qui ont permis qu'il y ait beaucoup moins d'aléas au niveau de la fermeture des sacs. Et également qu'il y a eu tout un travail qui était en cours. Ils ont sollicité donc une entreprise spécialisée pour réfléchir sur le encapotage de la machine pour limiter les problématiques de poussière et de bruit, en sachant qu'on a mis en évidence qu'il fallait absolument que ce capotage il permette quand même toujours une surveillance de la machine, donc une surveillance visuelle possible. Voilà, donc ça un projet comme on peut faire, donc qui n'est pas vraiment de la conception en tant que telle, mais qui a été un réaménagement finalement tellement important de l'espace, une transformation d'activité de travail qui nécessite finalement une méthodologie comme on peut l'appliquer pour de la conception.
qu'on revoie complètement un peu l'activité de travail. Voilà, donc je laisse la parole à Maria pour un dernier exemple. Voilà, alors on a souhaité vous présenter un exemple, alors celui-ci est un peu moins concret, mais néanmoins qu'on a trouvé intéressant. Donc il s'agit en fait d'un exemple fictif, c'est pour ça que je dis qu'il est moins concret. Néanmoins, ça reprend en fait tout le cheminement, toutes les questions que l'on peut avoir quand on aborde ce type de construction. Donc là, il s'agit de la conception et du réaménagement d'une pharmacie. Comme on l'a dit tout à l'heure, visiblement, on m'entend pas très bien. Oui. Bon. On t'entend, Maria, mais est-ce que tout le monde entend Maria? Pas de souci de l'autre côté? Ok. Donc, c'est peut-être un problème de réseau. J'espère que ça se réglera. Donc, voilà, ce que j'expliquais, c'est qu'en fait, là, dans cet exemple-là, on se pose un certain nombre de questions par rapport à l'appréhension d'une conception d'une nouvelle pharmacie. Alors, on va suivre en fait l'arrivée du produit et on va se poser des questions notamment par rapport à la livraison. D'ailleurs, dans cet exemple, c'est intéressant puisqu'il n'y a pas d'accès de livraison qui donne sur le back-office. Mais c'est vrai qu'on va se poser la question déjà de savoir est-ce que les flux sont différenciés entre l'arrivée des clients et l'arrivée des marchandises. Par où ça va rentrer? Quel est le SAS? Est-ce qu'il y a un SAS? Quelle est la largeur de la porte aussi du SAS de livraison? Qu'est-ce qui doit rentrer au niveau comme dimension en fait de contenant, par exemple? Qu'est-ce qui doit rentrer? Comment c'est livré? Est-ce que ça arrive sur bac à roulettes? Et auquel cas, est-ce que l'accès permet de faire rouler ou est-ce qu'à un moment donné, il va falloir porter? Tous ces éléments-là sont intéressants à prendre en compte au niveau de l'arrivée dans cet espace de travail. On va interroger aussi sur la façon dont va se dérouler le dépotage. Est-ce que ça va se passer juste à côté de l'accès livraison? Est-ce que ça va être un peu plus loin? Et dans ces cas-là, comment va se passer le transfert des médicaments de la zone de livraison vers la zone de dépotage? Quelle va être la conception du poste en lui-même, sachant que souvent les médicaments vont être livrés en bac. Donc il y a la hauteur du bac aussi à gérer, il y a beaucoup de petites boîtes, beaucoup d'éléments à manipuler. Donc tout ça, en fait, il faut le prévoir, donc l'environnement du poste immédiat. Et puis, on va se poser la question du coup du rangement des médicaments et à travers le rangement, du coup, de la capacité en termes de rayonnage. D'abord, quel type de rayonnage aussi on va vouloir mettre en place. Comment on va gérer ce qu'on appelle le FIFO, First In, First Out. Donc, le premier, en fait, mis en place doit être le premier consommé. C'est une grosse difficulté dans les pharmacies, puisqu'en fait, il y a la gestion des périmés qu'il faut prendre en compte. Et du coup, ça veut dire qu'à chaque fois que votre pharmacien va recevoir, ou que vous, en tant que pharmacien, vous allez recevoir des nouveaux médicaments, il va falloir en fait que vous retiriez des rayonnages, ceux qui sont actuellement prêts en consommation, pour aller positionner les nouveaux arrivants derrière. Donc voilà, toutes ces questions-là, il faut se les poser pour pouvoir concevoir les façons de faire les moins coûteuses possibles en termes d'activité pour vous et vos salariés. On va du coup se poser la question de la circulation, des flux, au niveau de l'espace de vente, au niveau du back-office également, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de croisement de flux, qu'il n'y ait pas d'encombrement à certains endroits, etc. On va s'interroger aussi sur l'accueil des clients, comment assurer la confidentialité. Ça, c'est souvent une problématique dans des pharmacies où on gère quand même des données un peu sensibles, donc des données personnelles. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en compte, et notamment sur l'espacement entre les aspects, les bornes d'accueil, par exemple. On va interroger aussi la manière dont on va positionner l'espace conseil, comment on va l'aménager. Est-ce qu'il y a des essais de matériel, de bas, par exemple des bas de contention ou d'orthèses qui vont pouvoir être proposés aux clients? Et dans ces cas-là, dans quelles conditions est-ce qu'on fait asseoir la personne? Comment on la fait asseoir? Comment on s'assure que le préparateur en pharmacie ou le pharmacien puisse tourner autour de la personne et accéder à l'ensemble du matériel dont il peut avoir besoin? C'est important. Et puis, bien sûr, on parlait des ambiances de travail, l'ambiance lumineuse. Souvent, dans ces espaces de vente, on pense à la mise en lumière et à la mise en valeur des produits, et pas toujours suffisamment, en tout cas, à la mise en valeur et à la mise en lumière de l'activité. Et ça, c'est extrêmement important de bien prévoir aussi qu'il y ait suffisamment d'éclairage, et d'éclairage naturel notamment,
sur les zones de travail pour qu'on ait un éclairage de qualité. Bien sûr, on parle d'ambiance lumineuse, mais c'est vrai pour toutes les ambiances physiques de travail, hein, ambiance thermique, etc. également. Voilà, c'est un autre exemple. Ça vous permet en fait de voir un peu tous les types de questions qu'on va se poser et on espère qu'à travers ces 3 exemples d'accompagnement, on aura su vous montrer la plus-value en tout cas de l'intervention de l'ergonome. Alors, pour bénéficier d'une intervention, si vous souhaitez en tout cas intégrer votre service de santé au travail dans vos projets, il faut donc contacter votre interlocuteur habituel au sein du service de santé au travail. Donc, c'est souvent le médecin du travail ou sa secrétaire ou son assistante médicale. C'est le médecin du travail qui reste votre interlocuteur privilégié. Donc, c'est lui qui coordonne l'action et qui peut éventuellement faire appel à des membres de l'équipe pluridisciplinaire. En tant que service de santé au travail, on a l'avantage d'avoir une approche globale de votre entreprise, une connaissance qui est liée aussi à la proximité. Et puis, vous pouvez également mobiliser d'autres partenaires et d'autres aides possibles. Alors, au niveau des acteurs internes, il en manque un essentiel sur ce slide. Ce sont vos salariés, les opérateurs. Rien ne peut se faire sans eux. On espère aussi qu'on a réussi à vous convaincre de cet aspect. La connaissance de l'activité, elle est essentielle en fait pour pouvoir élaborer donc, votre cahier des charges. Donc tout part vraiment de là. Et vous, en tant qu'employeur ou qu'acteur santé-sécurité de l'entreprise, vous avez un rôle central également au niveau de la coordination du projet et de la participation de l'ensemble des acteurs. En acteur interne, on va effectivement aussi trouver les ressources humaines lorsqu'elles existent au sein de vos structures et bien sûr les instances représentatives du personnel. En acteur externe, vous allez avoir la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail, les CARSAT, donc la CARSAT Bretagne notamment pour nous en région, et puis un certain nombre d'autres intervenants possibles, des experts extérieurs, des préventeurs intervenant en prévention des risques professionnels. Ça va être le cas, par exemple, de l'OPP-BTP pour les structures du bâtiment et des travaux publics, ou de cabinets de consultants. Donc, vous avez beaucoup de cabinets de consultants en ergonomie qui peuvent aussi vous appuyer et vous aider dans ces démarches, surtout quand vos projets sont dimensionnants. Voilà, ils pourront du coup avoir davantage de temps aussi à vous consacrer sur l'accompagnement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Au niveau des partenaires externes, et notamment de la CARSAT, il y a un certain nombre d'aides financières qui peuvent être mobilisées. Donc, on vous invite à regarder le site de la CARSAT, donc avec les aides notamment TMS Diagnostic qui peuvent permettre de faire appel à des consultants pour vous aider sur des projets un peu dimensionnés. Voilà. Je laisse la parole du coup à Aurélie pour conclure. Alors, donc pour conclure, donc les principaux thèmes qu'on a pu aborder aujourd'hui. Donc l'idée, c'est vraiment de garder en mémoire que l'observation de la situation de travail est vraiment très importante en fait, puisque du coup, on va pouvoir définir les exigences de l'activité et ce qui impacte sur celle-ci, c'est-à-dire les déterminants, et tenir compte également de la variabilité individuelle des salariés, et ce qui va permettre de décanter sur des contraintes bien identifiées. Donc à partir de là, une fois qu'on a les contraintes, effectivement, c'est à partir de là qu'on peut faire des préconisations. L'idée aussi, c'est que ce soit vraiment une démarche participative. On a beaucoup insisté là-dessus, parce qu'effectivement, les futurs utilisateurs connaissent assez souvent la situation actuelle. Et puis, donc, l'idée de construire un groupe de travail avec également des instances représentatives permet d'avoir des échanges et puis de construire de manière collective un projet qui sera quand même plus ou moins solide. L'idée également, c'est d'avoir dans ce groupe de travail de la pluridisciplinarité. Chacun est expert dans son domaine, que ce soit technique, au niveau des RH, etc. Et le comité de pilotage qui est plus que nécessaire puisqu'on a besoin d'avoir de décisions formelles et des échéances d'action pour pouvoir avancer dans un projet, donc avoir des décisionnaires au sein d'un groupe de pilotage. On l'a évoqué également tout à l'heure, c'est quand même un procédé, une démarche itérative, dans le sens où effectivement, c'est basé sur l'échange. Il n'y a pas d'idée définie dès le départ et arrêtée. L'idée, effectivement, c'est d'évoluer vers quelque chose de solide
et d'échanger au maximum. Et voilà, peut-être, pourquoi pas, revenir sur des choix antérieurs et puis les formaliser au bout d'un certain temps de réflexion. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de ne pas s'arrêter juste sur des contraintes, par exemple, juste techniques ou contraintes de gestes et postures. L'idée, c'est de prendre vraiment les choses dans leur globalité, donc prendre en compte tous les facteurs qui peuvent influencer sur la tâche de travail et sur le projet également. Donc, tous les aspects organisationnels, environnement du travail, voilà, tout ce qu'on a identifié tout à l'heure. L'idée aussi, c'est de reprendre la réglementation et les normes qui sont souvent indiquées pour chaque type d'activité. Donc, ça nous permettra de trouver effectivement d'autres solutions. Et évidemment, prendre en compte les contraintes budgétaires pour que ce soit adaptable au projet souhaité. L'idée, c'est vraiment d'être en co-construction de ce projet et d'atteindre un compromis avec une étude de faisabilité qui amène à un projet qui est fiable. Tout en intégrant, comme on l'a dit tout à l'heure, les questions de santé et sécurité et du coup performance. L'idée, c'est de rendre le travail le plus efficient possible et donc le plus confortablement possible également. Alors, pour une démarche réussie, on a dit qu'effectivement, le point de vue de l'utilisation passée et future et fait partie intégrante du projet. L'ergonome applique cette démarche pour une conception qui sera la plus adaptée possible au travail et qui sera facile d'utilisation. Donc, l'idée, c'est effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, d'intégrer les utilisateurs tout au long de ce projet pour un démarrage rapide du système. Donc, l'idée, c'est qu'il y ait effectivement une bonne communication, un projet en toute transparence qui permet d'avoir un projet sans surprise et connu de tous. Donc, ça permet effectivement d'intégrer tous les personnels également de l'entreprise. Cette démarche donc fait gagner du temps et également de l'argent du coup. Ce qui évite effectivement, lorsqu'on définit un projet, d'éviter des réajustements sur le futur, d'avoir un retour d'expérience qui est plutôt positif et d'éviter effectivement d'avoir des projets de correction, auquel cas il y aura un coût également supplémentaire. Alors, pour aller plus loin, on a différents documents qui peuvent être utiles. Donc, vous aurez les liens également sur la présentation que vous pourrez retrouver sur le site de Présence Bretagne. Donc, on a beaucoup de documents théoriques de l'INRS qui sont très, très instructifs. Donc là, on a l'ED 6093 qui reparle un petit peu de la création des lieux de travail. Il est assez complet. L'ED 773 qui parle également des obligations des maîtres d'ouvrage et des réglementations. Donc ça peut orienter également les employeurs. Le D950 qui reparle également de la démarche, des méthodes et connaissances techniques. Donc, c'est effectivement, ça peut vous donner une petite sensibilité au projet de conception, ce qui est très intéressant. On a repointé les espaces d'accueil puisque, effectivement, nous, à force d'intervenir souvent sur des approches plutôt correctives, on a beaucoup d'écueils au niveau des espaces d'accueil qui ne sont pas adaptés effectivement aux situations de travail. Donc, on s'est permis de rajouter 2 documents à ce sujet. Donc, le premier, éviter les écueils, qui donne un petit peu des repères ergonomiques sur la conception des postes d'accueil. Et le second, en fait, des points de repère sur la conception également. En termes de documents et liens utiles, donc, vous pouvez retrouver des documents qui vous expliquent un petit peu la démarche de mise en œuvre d'un projet et les outils d'analyse de l'activité. Donc, on a le premier ici qu'on trouvera prévention des TMS dans les toutes petites entreprises. Également, le second TMS Pro et le troisième, un kit de l'ANAC, prévenir l'usure professionnelle, donc qui peuvent être intéressants. Et on a des outils de simulation, comme vous a montré tout à l'heure, Émilie, pour avoir des systèmes en 3D. On peut, de manière à visualiser les futurs postes, ça peut être intéressant. Vous pouvez télécharger MAV-Implant de l'INRS, où là, vous pouvez effectivement simuler des postes. Donc, il est assez intuitif comme utilisation. Vous avez le document de l'ANAC, aussi simuler le travail du futur, en fait. Donc, il existe plusieurs solutions, plusieurs documents qui peuvent être intéressants dans une première lecture avant d'avancer dans un projet. Tu avais quelque chose à rajouter, Émilie? Non, j'ai des questions. J'attends la suite. Alors, voilà, on a fini notre présentation. Donc... Alors, juste avant, oui, je vais parler des questions. N'en faites pas. Parce que j'ai peur que tout le monde parte, alors que, voilà. On a une question intéressante d'une entreprise qui nous mentionne être sur un projet de construction d'un bâtiment neuf. Et la personne se demandait si elle prenait contact directement avec les médecines du travail et si l'étude de l'ergonome, donc tant sur les postes de travail que sur les plans de construction, est une prestation payante. Qui répond à cette question? Du coup, alors en général, lorsqu'on est missionné par le médecin du travail, parce qu'on adore les projets de prévention, de conception, pardon, il s'agit de prévention primaire, donc c'est tout autant intéressant que faire du curatif. L'idée, tout dépend en fait du format du projet. En fait, on peut des fois effectivement répondre favorablement à un projet
mais peut-être en priorisant certaines situations de travail. Par exemple, on va prioriser sur les situations de travail qui peuvent être visées comme étant les plus contraignantes, ou tout dépend effectivement du projet, s'il demande énormément de temps ou pas. On peut également être accompagné par d'autres personnes, etc. Donc, on peut avoir du renfort. Après, il faut questionner, je dirais, votre service santé au travail. En fait, ça va aussi, bon, nous, on pourrait répondre pour la mienne si vous voulez. Je ne sais pas où vous vous situez. C'est vrai qu'on ne peut pas parler au nom de tous les services bretons. La mienne, bon, très bien, on va répondre alors. Donc, oui, effectivement, vous pouvez consulter directement donc, votre médecin du travail qui relayera de toute façon votre projet. On prendra contact avec vous. Alors, je dis nous, ce sera peut-être pas nous, ça va dépendre de votre secteur. On est plusieurs ergonomes sur la mienne, dans tous les cas. Ceci est... Donc, c'est une prestation pour vous qui est inclue dans votre adhésion à la mienne, hein, donc il n'y aura pas de surcoût par rapport à ça. Le seul bémol que je vais émettre, on va dire, c'est que là, vous me parlez d'une construction neuve, donc d'un bâtiment neuf. Selon les dimensions de votre projet, on ne va peut-être pas pouvoir complètement vous accompagner, voilà, parce qu'on n'est pas dimensionné pour forcément répondre à de gros projets. Ceci dit, on sera toujours en capacité de vous accompagner, soit vers le choix d'un cabinet consultant si nécessaire, ou alors sur peut-être qu'une partie ciblée de votre activité, mais dans tous les cas, on pourra vous conseiller sur la démarche. Donc, il faut vraiment en discuter parce que voilà, un bâtiment neuf, ça peut être aussi une activité, on va dire, simple ou voilà, ça peut être 3 salariés avec un bâtiment neuf et 3 activités de travail qui sont faciles, on va dire, pour nous, d'un point de vue temporel à analyser pour vous accompagner. Donc, c'est vraiment très dépendant de votre projet. Donc, n'hésitez pas à contacter votre médecin du travail, même à lui dire que vous avez suivi ce webinaire et puis il le orientera vers l'ergonome, je pense, de son secteur. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Du coup. Après, des fois, on s'est vu prioriser certains postes de travail et former quelqu'un en interne de l'entreprise pour essayer de décompter les autres situations de travail aussi et de revenir après, un peu plus tard, sur le projet aussi. Et ça s'est très bien déroulé également. Mais ça, moi, je vous rejoins complètement. Tout dépend du dimensionnement du projet et effectivement aussi du secteur d'activité. Parce que si on est sur un secteur d'activité tertiaire, hein, c'est parfois moins complexe en fait que des activités techniques, où il faudra qu'on appréhende un peu plus aussi l'activité de travail. Voilà, bon, elle me répond qu'ils sont 8 salariés et qu'il s'agit en priorité d'étudier 2 postes de travail. Donc, je pense que c'est totalement quelque chose qui peut être intéressant. Et vraiment, j'en profite pour rebondir. C'est peut-être même la conclusion, j'en sais rien, vous me direz. Ce qui est important dans cette présentation-là à retenir, c'est que peu importe que vous sollicitiez les ergonomes des services de santé au travail, vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ergonomie de conception est importante. Donc, même si c'est un ergonome de cabinet ou quelqu'un d'autre, de compétents, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que les intégrer en plus et en amont de votre projet, ça sera de toute manière bénéfique. Voilà. Comment on fait pour avoir vos replays ou cette présentation, car je ne les vois pas sur votre site? Sur Présence Bretagne. Elles seront accessibles prochainement sur le site Présence Bretagne. Là, donc vous avez l'adresse qui s'affiche actuellement. Ouais, présence-bretagne. Demain ou en tout cas fin de semaine, quand toute la semaine sera passée, parce que c'est une programmation sur toute une semaine, vous les retrouverez sur ce site-là, en replay. Et vous pourrez normalement avoir accès au lien qu'il y a dans le document. Pour avoir accès aux documents présentés, le lien utile, quoi. Oui, si, je pense pas. Bon, dans tous les cas, c'est des documents faciles à trouver. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Après, si vous avez des questions, vous pouvez toujours vous rapprocher de votre service de prévention et puis échanger avec le médecin. C'était notre dernière vidéo. Ouais. Ah ben voilà. C'était celle-là, la dernière. En tous les cas, merci de votre participation. On essaye vraiment de promouvoir l'ergonomie de conception. C'est vraiment, en général, sur le pôle prévention, tous les ergonomes. Alors, on a des chimistes aussi qui peuvent donner des préconisations en conception. En fait, on a des référents dans tous les domaines d'expertise. Des psychologues du travail, ici en organisation du travail, qui peuvent apporter également des éléments de réponse sur des futurs projets. Voilà. L'idée, c'est de ne pas nous voir comme des empêcheurs mais non d'avancer par rapport à l'architecture. C'est de trouver des compromis et de prendre en compte vraiment tous les paramètres de l'activité.
Et un des points de vue que je dis souvent, en fait, c'est que c'est vous qui êtes à l'initiative du projet et du coup, c'est à vous de dire à votre fournisseur ce que vous attendez du projet. Donc, en fait, l'ergonome, qu'il soit celui du service de prévention et de santé au travail ou un ergonome consultant, il va vous aider, en fait, à décrire vos besoins et à dire ce que vous souhaitez, en fait, mettre en œuvre. Voilà. Voilà, je crois qu'on est pile poil dans les temps, puisqu'on a tenu à 1 heure. On ne peut pas dire mieux. Merci à vous tous de nous avoir suivis et on vous souhaite une bonne journée. Et puis à bientôt sur des super projets de conception. Très bel après-midi à tous. Bon après-midi. Au revoir. Ah, une demande d'intervention. Non, c'est d'accord. Très bien. Au revoir. Je ferme le live dans quelques instants. Le temps que tout le monde nous remercie par chat. Et bon après-midi à tout le monde. Merci. Voilà. Bon, allez, je mets fin au live dans 5 secondes puisqu'on aura tenu pile poil le bon timing. Au revoir à tous.